Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alice au pays des femmes. Comme Alice, me voici au départ d'un voyage. Non pas au pays des merveilles, mais au pays des femmes. Pas de lapin blanc à suivre, mais bien des interrogations, des échanges, un partage autour de réflexions sur et avec le deuxième sexe, comme l'appelait Simone de Beauvoir. Chaque épisode met une femme à l'honneur. Et pendant environ 45 minutes, on discute du rapport au corps, de sexualité, de relation à l'autre et de bien d'autres choses. Vous pouvez également retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et tous une belle écoute. Tu vois, c'est de se dire en fait que ces gens, enfin que le drag ou l'artiste qui fait du drag a la main mise totale sur son art, sur ce qu'il crée, sur ce qu'il veut divulguer, sur ce qu'il veut dire, même à travers, par exemple, même quand t'as un renoué avec des thèmes, tu vas aller l'interpréter comme t'en as envie, et t'es maître et maîtresse de ça en fait. Et ça c'est juste trop bien. Moi quand j'ai découvert Drag Race, je sortais de presque 5 ans d'animation en village vacances où on faisait les spectacles aussi, hein, l'équipe d'animation qui fait des spectacles toutes les semaines, et où je me bouffais tout le temps les mêmes thèmes. Voyage autour du monde. Alors déjà, bonjour l'appropriation culturelle, j'étais même pas au courant moi à l'époque que ce que je faisais c'était vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Maintenant je suis quand même vachement déconstruit par rapport à ça, et je me suis dit oh putain merde quoi. Et ça continue de régner du coup dans les villages vacances et les hôtels clubs, hein, ouais, pour faire plaisir aux petits papis, aux petites mamies. Et puis toujours le fameux thème Cabaret Paris, je me mettais à chanter du Edith Piaf à H24. Putain, moi j'étais en mode plus de 5 ans tout le temps quoi. Puis sans moyens, parce que dans les villages vacances et hôtels clubs. Alors moi je veux un spectacle Bollywood, mais avec un ballet et 3 bouts de ficelle. Oui, d'accord, très bien. Et avec des gens qui savent pas danser. Voilà, c'est génial. Ah non mais ouais. Et puis moi, ce qui m'a fasciné, c'est ce lâcher prise, cette liberté, vraiment moi ça m'a ouvert tout un truc. Et moi qui est toujours aussi entre, tu vois, acceptation de mon corps et en même temps complexé, enfin ça dépend des jours. Et vraiment, je me suis dit, mais regarde, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, peu importe ton poids, en fait, c'est vraiment de comment tu t'acceptes et comment ouais. De toute façon, en fait, moi, il y a un moment donné où je me suis dit, alors, voilà, pareil, l'acceptation du corps, je le disais même dans l'émission, c'est un combat de tous les jours, on continue. Je pense toute notre vie, on se bat avec nos corps et l'acceptation de notre image. Quand on a les moyens de faire des choses pour aller mieux justement avec cette image, on le fait ou pas. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que si c'était pas ça, ça serait autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était pas à cause du fait que je sois trans ou que je sois grosse, on trouvera un autre argument pour me dire bah t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça, etc. Donc en fait à un moment tu te dis bon, en fait voilà, c'est Bertha qui le disait elle-même, c'est à un moment donné ton corps c'est ton vaisseau et tu vas le traîner toute ta vie. Donc soit t'es en colère contre toute ta vie et tu seras malheureux ou malheureuse, ou soit à un moment donné tu te dis bah fuck off en fait. Et ce corps, on va l'accepter, je vais l'aimer et il peut permettre de gagner de l'argent. C'est pas mal. Donc voilà, non mais c'est ça en fait, et je trouve que Bertha a complètement raison là-dedans, je suis complètement d'accord avec. Mais c'est pas facile, c'est pas simple. Particulièrement pour les personnes grosses quand on est dans une société grossophobe, et je continuerai moi à marteler que la grossophobie est pour moi la discrimination number one, parce qu'on est gros avant d'être noir, on est gros avant d'être racisé, on est gros avant d'être gay, on est gros avant d'être lesbienne, on est gros avant d'être trans, c'est la chose qui saute aux yeux direct aux gens. Avant même ta couleur de peau, avant même ta religion, avant même quelque autre minorité à laquelle tu appartiens. Et c'est surtout la discrimination qui est la plus du coup, à exprimer dans le quotidien et dans la rue. Et que les gens estiment que c'est normal, parce que les gens estiment que quand ils nous font des réflexions sur notre poids, ils nous rendent service.
J'avais envie de leur répondre, j'étais pas au courant. Merci, c'est gentil. Voilà. J'avais pas vu, je m'en étais pas du tout rendu compte. Je me rends absolument pas compte qu'il n'existe quasiment jamais de 46 dans les magasins de prêt-à-porter. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, hein. Voilà, casse-toi, ferme ta gueule, hein. Donc, Non mais c'est bon, du coup, j'ai commencé à enregistrer. Mais écoute, tu pourras piocher et bien voilà, sûr. de toute façon, donc. On va. Le truc le plus naturel. Bonjour la briochée. Bonjour Delphine. Non mais c'est ridicule. À chaque fois, je me dis, putain, on dit bonjour alors que souvent, ça fait déjà 10-20 minutes qu'on parle. Bah oui, mais c'est l'introduction du podcast. Bon, voilà. Voilà. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices et chères auditrices. Voilà. Je suis ravie de t'avoir à mon micro, qui n'est pas vraiment mon micro, vu que nous sommes dans une super salle. Mon Dieu, faites-la à Bordeaux, Studiomatique, c'est un message pour vous. Faites une succursale à Bordeaux, c'est génial. Et donc, on est parti pour quelques minutes pour rencontrer la briochée et parler de plein de petits sujets. Bonjour. Alors, tu vas voir, j'ai pas beaucoup de questions, mais la première question que j'ai souvent, c'est... Elle était comment la briochée quand elle était enfant? Comment était la briochée quand elle était enfant? Bah pour l'instant, on va laisser un peu de côté la briochée, puis on va se pencher plus davantage sur Maëva, du coup, la femme qui est derrière le personnage. Parce que là, on va parler de son enfance, donc très dans son monde. Très 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 dans son monde. Je pense que je suis quelqu'un qui a reconnu très tôt que j'avais un décalage avec mon entourage. Mais j'étais pas forcément capable de comprendre, j'étais absolument pas capable de comprendre à cette époque-là pourquoi. J'étais quelqu'un d'assez solitaire, j'étais un peu l'enfant un peu bizarre dans la cour de récréation qui jouait toute seule et qui s'inventait ses univers et qui jouait tous les personnages toute seule. Souvent, généralement, j'aimais un univers en particulier et je reproduisais les scènes toute seule dans la cour de récréation. Par exemple, j'étais une grande fan des dessins animés d'Hanna-Barbera, donc Scooby-Doo, Les Fous du Volant, ça a été mes grandes inspirations quand j'étais toute petite. Et je me suis souvent, très très souvent, le plus identifié aux personnages féminins. Les Fous du Volant, il y en avait qu'une, c'était Pénélope Jolicoeur. J'adorais sa voiture rose avec son ombrelle. Et la voiture, elle avait une bouche et des yeux fardés. Enfin, je trouvais ça absolument très très drague d'ailleurs quand on y réfléchit. Et Scooby-Doo, moi j'étais complètement in love de Vera. Velma, du coup. Pas Daphné, ouais. Vera. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a une part de moi où je me suis dit, j'ai eu des lunettes très jeunes. Dès que j'ai eu 5-6 ans. Donc déjà, en fait, j'ai dit, une fille avec des lunettes, en fait. Et c'est très rare, en fait, à l'époque. Dans les années 90, alors du coup, Scooby-Doo, ça date d'avant, mais on représentait très rarement des personnages à lunettes dans les dessins animés. Et rarement plus des personnages qui étaient valorisés à travers le fait d'être des intellos, d'avoir des lunettes, etc. Et je pense que, du coup, Vera, je m'en suis rapproché parce que le simple fait que j'ai des lunettes, on m'a direct catégorisé comme étant une intello ou un enfant modèle. Alors que j'étais une élève très moyenne, mais vraiment très très moyenne. J'ai toujours été très partisane de ça me plaît, je taffe, ça me plaît pas, je ne taffe pas. Donc je pouvais me retrouver parfois avec des matières, avec des moyennes absolument ahurissantes et des matières en fait où j'étais toujours très bas et parce que moi j'ai jamais réussi à ingérer ce concept de il faut travailler des choses qu'on n'aime pas ou qu'on sait qu'on est profondément persuadé que ça ne servira pas plus tard. Mais enfin ça voilà, ça c'est vis-à-vis de moi, c'est pas forcément un exemple à suivre, hein. Bien, c'est comme ça malheureusement que j'ai conceptualisé les choses quand j'étais enfant. Mais pour revenir à l'enfant qui était seul, j'étais assez solitaire, j'ai quand même des amis, mais j'avais l'impression que c'était plus des satellites un petit peu autour de moi, pas forcément des gens à qui je me raccrochais forcément. Quand j'y réfléchis, j'ai l'impression que j'avais un groupe d'amis qui changeait un peu tous les ans en fonction de la classe dans laquelle j'étais, tu vois. Donc et très tôt, du coup, on a commencé, dès le collège, on a commencé à me sexualiser, sans que moi je m'y intéresse. Je sais pas, parce que j'avais des manières, parce que j'étais dans mon monde, parce que j'étais encore une fois différente et tout. C'était une époque où je n'avais rien à foutre des fringues, je m'en foutais de comment on m'habillait, donc c'est ma mère qui m'habillait essentiellement. Et voilà, le fait que j'avais des lunettes, que j'avais ce côté élève sage, je sais pas, très vite on m'a sexualisé voilà, ta fiole, PD, etc. et tout. Alors que je savais même pas ce que c'était, moi.
en plus à l'époque. Et je m'y intéressais pas, mais ni d'ailleurs aux garçons, ni vraiment aux filles. D'ailleurs, moi-même, j'étais complètement obnubilé par les filles, mais pas dans le sens d'attirance sexuelle. Ouais. Mais j'ai pris ça, je pensais prendre ça, je pense peut-être pour de l'attirance amoureuse, peut-être qu'il y en a eu d'ailleurs parmi, mais la plupart du temps, si j'étais attiré par certaines de mes copines de classe ou élèves de classe, c'est très souvent parce que je les trouvais jolies. Et jolies dans leur manière de s'habiller, dans leur manière, voilà, il y avait quelque chose, je me demande si en fait projetais pas finalement à travers elles. Il y a des chances. C'est encore difficile à analyser, il faudrait que je fasse de la psychanalyse de mon enfance, je t'avoue. Mais je suis très bien dans ma vie, donc je ressens pas forcément le besoin. Et puis c'est à partir du lycée, vraiment du début du lycée, mais un peu avant même. Je pense les dernières années de collège où quand je terris sur une émission par hasard qui parle de transidentité, qui parle de transsexualité à l'époque, on va remettre le mot quand même dans son contexte parce que c'était le cas. On n'utilisait pas le mot transidentité à cette époque-là, on utilisait encore transsexualité et ouais, là en fait ça m'a fait un gros coup de massue, là j'ai compris que j'étais très proche de ces gens-là ou même que j'étais carrément comme ces gens, que j'étais carrément comme ces femmes en fait, que j'étais comme elles. Mais cette émission à ce moment-là ne montre que des femmes trans travailleuses du sexe. Absolument aucun shaming envers les travailleurs et les travailleuses du sexe, bien sûr, mais quand on a juste 13-14 ans, et qu'on nous donne l'impression que la seule destinée qui nous attend en tant que femme trans, ça va être le travail du sexe, c'est quand même très très difficile à digérer, en fait, pour une fin. De toute façon, je pense qu'en fait, juste donner l'impression que, de toute manière, la seule destinée qui nous attend, c'est ceci ou cela, et qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on y va reculons, en fait, on n'a pas envie de, tu vois. Et puis dans mon adolescence, j'ai commencé à être de plus en plus mal dans ma peau parce que je vois mon corps qui se transforme et qui commence à devenir pas tout sauf ce que j'ai envie. Et je me réfugie d'abord dans un look très extravagant. Au lycée, j'adopte un look gothique très inspiré du visual kei parce que je découvre le visual kei au Japon, le groupe de rock japonais très glam rock, où t'as toujours d'ailleurs dans ce groupe-là un mec qui est complètement habillé en femme, enfin qui joue avec les codes du genre. Donc déjà, ça c'est mes premières grosses références de codes du genre qui me donnent l'impression, en fait c'est ok. J'ai le droit de porter des robes, j'ai le droit de porter des jupes, j'ai le droit de... Donc en fait, j'ai surjoué à mort cette image de garçon gothique romantique qui s'habille avec des jupes longues pour hommes, un peu comme des grands kilts avec des chaînes, qui jouaient vraiment avec les codes du genre, etc. et tout. J'ai suscité l'admiration de certains et de certaines qui me donnaient un peu cette impression, oh ouais, mais cette personne est trop classe, et au contraire la haine des autres qui était en mode, mais cette personne est folle. pourquoi il s'habille comme ça, enfin c'est pas possible quoi. Donc voilà, avec le harcèlement que ça a pu générer aussi, mais après bizarrement c'est une armure moi qui m'a solidifié, qui m'a conforté, et en fait il y a un moment donné où j'en avais absolument rien à foutre en fait de ce harcèlement. Donc en fait naturellement, je dirais même à ma dernière année de lycée, ça s'est arrêté. J'ai eu de la chance, à ce moment-là, le harcèlement s'arrête parce qu'en fait, déjà, j'appartenais en terminale, donc j'étais parmi les plus grandes en fait du lycée. Donc déjà, les plus jeunes n'ont pas envie de te faire chier en général. J'avais en plus une classe de retard. Donc du coup j'étais vraiment parmi les plus âgés du lycée, donc déjà ça c'était vraiment, je me rappelle que ma terminale je l'ai pas trop mal vécu parce que justement c'était une période d'accalmie en fait, et je découvre en plus des amis, donc qui sont encore des amis avec qui j'ai contact aujourd'hui, qui débarquent en seconde avec des looks complètement fous, voilà, gothic Lolita, punk, etc. Et donc du coup là je trouve une première petite famille de cœur et famille de choix en fait à travers nos looks en commun. C'était drôle parce qu'à ce moment-là j'étais plus la seule en fait. J'étais vraiment là quasiment la seule, et puis là tout d'un coup pouf, j'étais plus la seule, c'était trop bien. Donc voilà, mais avec toujours ce profond sentiment de malaise, que quelque chose n'allait pas, que je savais très bien ce que c'était, mais que j'essayais de refouler pendant trop d'années. Tout simplement, jusqu'à ce qu'un jour je puisse plus. Tout simplement. Mais il faudra attendre mes 22 ans pour ça. Et t'en parlais avec tes parents ? Non. À 18 ans, je fais un coming out qui, dans ma tête, a toujours sonné comme un faux coming out. Mais c'était... j'ai dit que j'aimais les garçons.
Même si au fond de moi, j'avais l'impression que ça pouvait déjà aplatir certaines choses, mais j'avais encore cette sensation de me dire, putain, je suis encore dans le mensonge en fait. Je suis encore dans le déni. C'est pas vraiment ça la véritable le cause de tout. Mais déjà, c'était quand même comment dire, c'était un soulagement de me dire que j'avais plus à cacher mes fréquentations en fait. Ça, c'était un truc qui était compliqué. Donc du coup, voilà. Surtout que maintenant, si on regarde là, je vais avoir 32 ans le mois prochain. Dans ce mois-ci, le mois de mars, je vais avoir 32 ans le mois de mars et... Ah oui? Ah, c'est ouf. Et... et je suis en couple avec une femme aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de choses aussi qui ont encore continué d'évoluer pendant toute ma vingtaine. En fait, quand j'ai entamé ma transition à 22 ans, où là, je fais mon coming out, famille, sociale, etc. et tout. Beaucoup de choses, du coup, ont changé finalement parce que, du coup, en vivant sous ma véritable identité, j'ai pu m'explorer beaucoup plus dans la vérité, en fait. Enfin, quand on a pu à se cacher dans son identité, on se laisse beaucoup plus la possibilité, en fait, d'explorer, en fait, des choses. Et c'est surtout que je me suis dit, à 22 ans, j'ai déconstruit une des choses peut-être les plus difficiles à déconstruire dans une vie, qui est à savoir le genre sexuel qu'on nous assigne à la naissance. Donc tout le reste semble beaucoup plus facile à déconstruire derrière. En tout cas pour moi, je fais pas une généralité, Ouais. pas du tout. Mais pour moi, du coup, il y a eu plein de choses, à travers des événements heureux comme malheureux, mais qui étaient du coup beaucoup plus faciles pour moi à déconstruire. En fait, c'est juste que quand il y a quelque chose de nouveau que je ne connais pas, qui arrive dans ma vie, et que je sens au fond de moi qu'il y a une attirance et qu'il y a envie, je parle autant sur le plan intime, personnel, que ça peut être dans un plan professionnel ou artistique, etc. En fait, maintenant, j'ai appris à accepter ces envies-là. J'ai appris à me dire, bah oui, t'as envie de le faire, bah fais-le, explore-le. C'est pas grave si en fait tu te rends compte que t'aimes pas ça, c'est pas grave si tu te rends compte que c'était une erreur. De toute façon, on grandit en faisant des erreurs. Enfin, pour moi, l'évolution, c'est aussi un enchevêtrement d'erreurs et d'apprentissage. Il y a une personne qui m'avait dit un jour, le véritable échec, c'est quand on arrête d'essayer. Donc tant que tu fais des erreurs, c'est pas des échecs. Voilà, continue. Et bien en fait, et ça m'a j'ai tellement appris sur moi, sur ma façon d'interagir avec les autres. Je me suis déconstruite sur plein de notions qui sont encore floues pour beaucoup de gens. Notamment, moi j'ai très très bien déconstruit mes attirances sexuelles et mes attirances romantiques, et qui en fait je me suis rendu compte elles sont pas pareilles. J'ai des nuances en fait là-dessus. Je me rends compte que sur un plan sexuel, je suis beaucoup plus attiré par les mecs. Alors qu'ils soient cisgenres ou transgenres, ça, voilà. Mais par contre, sur le plan romantique, je suis vraiment beaucoup plus pan-romantique, donc vraiment ouverte à tout le monde, quel que soit le genre. Peut-être avec même maintenant un meilleur feeling avec les femmes, sur le plan amoureux en tout cas. Bon, c'est pareil, quand tu grandis, que tu te rends compte que ton attirance sexuelle et ton attirance romantique résonnent pas de la même manière, tu te dis putain, je vais me démerder comment dans cette histoire. En trouvant la bonne personne qui comprend aussi très bien ce genre de choses. Oui. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper complexe. Moi, je bosse beaucoup avec des ados. Mm-hmm. Et donc, on aborde ces questionnements. Et ces questionnements de genre et de sexualité. Et il y a beaucoup cette idée il faut absolument rentrer dans une case. Enfin, et puis souvent, c'est soit je suis hétéro, soit je suis homo. Allez, parce que c'est un peu tendance, des fois, je suis bi. Mm. Mais... Et ils n'arrivent pas forcément à différencier ce que tu disais, ce côté attirance sexuelle, mais aussi ton attirance amoureuse qui peut être totalement différente. Ouais. Et que c'est pas grave. Et qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une case précise et qu'on peut changer. Mais c'est encore nouveau aussi, cette notion de départager les deux. Faut qu'il y ait une prise de conscience aussi par rapport à ça. Mais, et c'est surtout, en fait, moi, c'est ce que je veux que les gens comprennent. C'est que rien n'est gravé dans le marbre. En fait, c'est ça. En fait, les gens pensent que à partir, en fait, il y a une espèce aussi de, je sais pas si tu l'as vécu toi justement quand t'as passé la trentaine, mais il y a une espèce d'injonction sociale où quand t'arrives à 30 ans, c'est bon, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire. Normalement, t'es avec quelqu'un, les enfants devraient pas être trop loin, maison, voiture, et surtout maintenant, ce schéma est immuable et tu n'en bougeras pas. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est le contraire de l'être humain de s'enliser dans quelque chose qui ne bouge pas. On a constamment envie
de renouveau, on a souvent envie de nouvelles choses, mais je pense en fait que beaucoup de personnes qui sont empêtrées dans ce schéma-là, parce que c'est ce que la société depuis des années en fait nous vend comme statut modèle en fait tout simplement, qui en mon avis je pense n'osent pas explorer aussi leur envie. Et là encore une fois je parle des envies qu'elles soient sexuelles, amoureuses ou sur un plan professionnel et tout. Enfin c'est comme une personne qui au bout de 12 ans se dit mais en fait mon taf j'en ai marre, j'ai envie de changer. Et quand t'as une personne qui ose en fait dire bah Staph en fait j'en ai marre, j'en peux plus, tu vas avoir l'entourage qui va dire bon tu peux pas dire ça, tu gagnes quand même vachement bien ta vie, t'es bien installé, enfin on va te faire sentir coupable d'avoir cette envie de changement en fait constamment. Donc du coup t'as plein de gens qui le gardent pour eux, puis ça se transforme en burn-out, ça se transforme en un tel va tromper un tel parce que ils ont pas pu avoir une conversation ouverte là-dessus. Enfin c'est ça en fait. Et je me rends compte que alors oui actuellement ma vie elle est comme ça, mais c'est accepter l'idée que dans 10 ans ça peut changer. Vraiment, et c'est pas grave. En fait, pour moi, c'est vraiment pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'essence de l'humain, d'avoir envie de nouveautés. Et pas forcément dans tout, mais il y a un moment donné, moi, si je suis artiste, c'est parce qu'en fait, très souvent, j'ai envie de faire des choses différentes, en fait. On est d'accord, enfin, tu vois. Ouais. C'est ça que j'aime dans mon métier, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que je fais jamais la même chose. Donc c'est ça qui est chouette. Et encore des fois je trouve que même quand t'es artiste, on veut des fois te catégoriser que dans un domaine. C'est très français ça. Ouais. Particulièrement parce que quand tu regardes dans les autres pays, les artistes avec des multicasquettes, il y en a plein. C'est en train de commencer à changer un peu en France. On a de plus en plus des artistes qui commencent on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, on a envie de toucher à ci, on a envie de toucher à ça. Et mais c'est très français de vouloir nous mettre que dans une case et de faire en sorte qu'on n'en sorte pas. Moi, le nombre de fois où j'ai eu parfois des médias qui me posaient la question, le fait que je sois drag queen, mais que je sois aussi comédienne et que je fasse du doublage. Moi, un jour, on m'avait posé la question, mais si tu devais en choisir un, et moi je dis mais pourquoi, je fais les deux, donc pourquoi je choisir? Je dis ça rime à rien cette question. Je rime à rien. Je fais les deux, ça marche en plus, j'arrive à faire les deux. Je dis mais pourquoi j'aurais à choisir? Oui mais admettons, mais il y a pas de admettons. Non, je vais pas choisir. Alors oui, il y en a un peut-être qui fonctionne mieux que l'autre, donc du coup je vais peut-être mettre plus d'énergie dans mais en fait c'est la chose naturelle des choses. N'importe quel artiste qui touche un peu à tout, dès qu'il va sentir qu'il y a une porte qui s'ouvre davantage que les autres, tu vas te concentrer dessus. Mais ça c'est la logique, c'est normal quoi. Tu vas pas te dire j'ai plein d'opportunités dans la danse, mais non, je vais continuer en poterie moi. Vraiment même si c'est encore balbutiant, non. Voilà. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, la plupart du temps. Mais c'est ça en fait, les gens sont obnubilés par l'idée qu'on puisse être multitâche en fait. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure justement du passage des 30 ans. Et effectivement, moi, il y a un truc qui m'a un peu sauté aux yeux. C'est la pression liée au passage des 30 ans, et surtout quand t'es une femme. Oui. Vraiment, moi, c'est un truc qui m'a un peu... par rapport à mon mec, là, il va avoir 30 ans cette année. Un peu plus jeune que toi, du coup. Ouais, j'ai pris un petit jeune. Et effectivement, et tu vois, moi, ça fait déjà quelques années, on me dit... Alors, les enfants... Ah bah, obligé. Et tu vois, et même que ce soit dans nos proches, on venait me poser la question à moi et pas à lui. Oui, bah oui. Et t'es là, mais non. Et j'ai vraiment cette impression qu'on met encore plus de pression sur les femmes là-dessus. Alors, moi, le fait que je suis trans, on me laisse tranquille avec ça. Donc du coup, j'ai cette chance. C'est un privilège, on va dire, de ce côté-là. Mais pour les gens qui savent que je suis une meuf trans. Bah oui. Quand je suis pas une meuf trans... Pareil, parce que je le dis pas forcément tout le temps, je le dis pas à tout va, parce que selon les situations, c'est absolument pas nécessaire. Mais ça m'est déjà, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui, quand je peux, je fais beaucoup de covoiturage. Pour rentrer chez mes parents, pour aller voir ma chérie en Bretagne, voilà. Ouais. Donc oui, je dis pas à chaque fois à mes covoituraires ou avec les gens avec qui je fais le trajet bonjour, je suis absolument pas. Mais bon, quand ça discute joyeusement, etc., et que vient tout d'un coup, vous avez quel âge? Je vais avoir 32 ans.
ah mais alors bon, vous avez quelqu'un dans la fille, des enfants, etc. Ah non non ah vous en voulez pas? J'ai ah non 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 et là j'ai pas à ce moment-là envie de dire de toute façon je ne peux pas en avoir parce que ça serait pourquoi donc voilà donc vraiment j'en veux pas et puis là c'est toujours un peu cette injonction. Mais je pense de toute façon qu'il y a une grosse montée au créneau des femmes en général là contre le fait de en fait c'est notre corps, si on a envie de faire des gamins on les fait, si on n'en fait pas on n'en fait pas. À un moment donné lâchez-nous la grappe. Et je suis complètement d'accord. Et je dirais d'ailleurs aux personnes qui disent que les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont égoïstes, mais avoir envie d'enfants, c'est tout aussi égoïste en fait. Donc en fait, à un moment donné, arrêtez avec ça. C'est égoïste dans les deux cas, puisque c'est une décision clair. Qui n'appartient qu'à nous-mêmes. Donc du fait, la décision nous appartient, c'est égoïste par définition. Donc qu'on en fasse ou qu'on en fasse pas, qu'on en veuille ou qu'on en veuille pas. Donc lâchez-nous la grappe. Tout simplement. Ah mais c'est clair. Et du coup, tu parlais justement que tu subissais pas forcément ces injonctions. Du coup, est-ce que tu subis maintenant des injonctions liées aux femmes? Est-ce que tu aurais un exemple un peu précis? Toi, par exemple. Par exemple, moi j'ai remarqué, alors surtout un peu plus jeune, qu'on prêtait vachement attention à mon apparence physique. Ah bah oui. Et que ce soit alors on en parlait tout à l'heure quand on n'enregistrait pas, mais par exemple le poids. Ah oui. Moi, je me suis pris vachement plus de remarques sur mon poids que par rapport à mes potes mecs qui pouvaient être enrobés, ou le fait de pas être maquillée, ou le fait de pas épiler. Je vais te le dire tout de suite. À partir du moment où j'ai fait ma transition, j'ai eu beaucoup plus dans ma vie de remarques sur mon poids qu'avant. C'est fou ça quand même. Tout de suite. Ah mais voilà. Mais en plus parce que nous du coup chez les personnes trans, il y a les femmes trans, il y a ce qu'on appelle la transmisogynie, c'est-à-dire ça s'ajoute à la transphobie, du coup les injonctions misogynes en fait des femmes. Donc du coup youpi, très bon cocktail hein, je vous le recommande. Pas du tout. Mais du coup, il y a cette injonction que déjà on a le culot de devenir une femme. Mais alors en plus, si c'est pour pas être désirable et pour pas être baisable, franchement, mais non mais c'est vraiment ça. Quel est l'intérêt? Non mais c'est vraiment, moi je l'ai bouffé pendant très très longtemps. Il y a eu vraiment, j'ai eu des remarques en mode, oui mais enfin, tu vas pas être belle, en fait tu vas pas être, tu vas pas être jolie, tu vas pas être désirable, tu vas pas être baisable. Alors qu'aujourd'hui je peux complètement dire l'inverse. Vous inquiétez pas, je suis désirable, je suis baisable. Elle Croyez-moi. Elle est très très jolie. Elle est en face de moi, elle est très très jolie. D'ailleurs j'aime beaucoup sa robe. Non mais ce que je veux dire, c'est que ma vie sexuelle va super bien, genre vraiment, vous inquiétez pas pour moi, donc voilà. Mais et puis avec des mecs que j'aurais même pas cru moi un jour que je pourrais avoir dans mon lit, hein, soyons, je me suis tapé il y a encore pas si longtemps que ça un magnifique mannequin, hein. Enfin j'étais en mode ok, très bien, ok, bon, c'est bien la preuve en fait que faut arrêter justement avec ces injonctions sur les corps et sur les femmes, enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais oui, à partir du moment où moi j'ai transitionné, j'ai eu beaucoup de voilà, j'ai eu un peu ce côté sois plus délicate, parle un peu moins fort, genre de choses. Ou moi je sais que par exemple mon papa il aime pas quand on dit des gros mots. Et il le dit lui-même, il dit bah non, dans la bouche d'une femme, moi je trouve pas ça joli. Et maintenant je me dis pourquoi? On en parle gentiment, on en parle, oui, tu vois, mais c'est sûr. Vraiment, il l'avoue lui-même, il dit mais j'ai dit j'arrive pas, ça c'est un truc par exemple qui reste bloqué. Alors moi quand je dis cubit de couille chatte, enfin, j'ai ah c'est pas beau, tu vois, et il y a vraiment et dans ma tête et ça me faisait un peu culpabiliser quand on me dit sois plus délicate, fais un peu plus attention, nanana, parce que dans ma tête j'avais l'impression que ça invalidait le fait que j'étais une meuf. Ouais. Et en fait, j'étais en mode, bah non, en fait. En fait, la délicatesse, la façon de parler, c'est pas ça qui va définir que je suis une femme. Je suis une femme, donc tout ce que je fais et toute la manière dont j'agis est celui d'une meuf, en fait. Et pas l'inverse. C'est pas parce que j'agirai de telle manière, je parlerai de telle manière, etc., que je vais être une femme aux yeux des autres. Non. Ouais. Moi, je suis une femme. Parce que c'est mon ressenti profond et interne. Donc tout ce qui en découle, tout ce qui sort de mon corps, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce qui est dans ma gestuelle, ça appartient à une femme. Point barre. Et aux gens qui sont pas d'accord avec ça, j'ai envie de leur dire, je dis mais ça vous change quoi dans votre vie en fait?
Les gens là qui sont avec tous les battages médiatiques qu'il y a sur les personnes trans là en ce moment, merci bien. Mais en fait, c'est juste en fait ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que mon autodétermination ne met pas en péril ta vie et ton mode de vie. Mon mode de vie n'est pas une atteinte au tien. Mon mode de vie ne met pas ton mode de vie en danger. Par contre, toi, dans tes actions anti-trans et transphobes, tu mets des gens en danger. Tu participes à l'annihilation d'un groupe de personnes, d'une minorité de personnes. Donc en fait, à un moment donné, c'est là qu'il y a un problème. Mais ces gens-là s'en rendent pas compte, tu vois. Mais... Ah oui, non, mais moi j'ai vu passer... Alors, on va pas forcément, parce qu'on va pas leur donner de la valeur à ces personnes. Non. Mais effectivement, tu vois passer des horreurs et des fois, enfin, beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Enfin, moi, du coup, je me suis désabonnée de personnes parce que d'un coup, je me suis dit, oula, mais c'est quoi ce discours hyper glissant? Oula, mais c'est... Attends. Et quand tu prends le temps, et c'est ce que tu disais mais de quel droit, à quel moment, toi, petite personne, tu te permets de juger la vie d'autrui et de de te sentir inquiété pour ta petite... Mais non, ça n'a rien à voir. Vraiment, enfin, moi, je suis un peu bisounours, donc j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Et tu vois, par exemple, l'homophobie aussi. Moi, j'ai une grand-mère qui était homosexuelle. Oh. Ouais, c'est pas très fréquent. Bah non, mais waouh. Et donc, elle a eu mon père et mon oncle. En fait, elle s'est toujours considérée comme homosexuelle, mais à cette époque, c'était infaisable. infaisable. Bah oui, bah oui. Donc, elle a eu 2 enfants, et au bout d'un moment, bah, ça n'allait vraiment pas. Et donc, mon père, il devait être jeune ado quand finalement elle a assumé. Donc, ça a été très dur. Mm-hmm. Mon père, il me racontait combien de fois il s'est battu à l'école parce que, ouais, ta mère, c'est une sale gouine, elle baisse des femmes, enfin bref. Mais du coup, bah moi, quand je suis arrivée, petite fille, en fait, j'ai toujours connu ma grand-mère en tant qu'homosexuelle. Et donc, en fait, ça m'a paru hyper naturel. Tu l'as connue avec des compagnes ou avec une compagne, du coup? Toujours. Ah, trop bien. Et du coup, bah, très vite, j'ai vu l'amour entre 2 femmes. Et pour moi, en fait, même enfant, je me suis dit, ah, mais c'est ça l'amour. En fait, peu importe le genre, le sexe, en fait, c'est juste ça l'amour. Et du coup, quand adolescente, j'ai entendu parler de l'homophobie et de tous les mouvements, en fait, j'ai pas compris. Parce que je me suis dit, mais ils sont cons, quoi. Oui. C'est que de l'amour, c'est que... Mais de quel droit tu te mêles de ça? Enfin, quoi, il y a eu la manif pour tous, mais moi, j'étais là, mais... Non, mais laisse tomber. Et après, quand j'ai entendu toutes les histoires de transphobie, mais j'étais là, mais les gars, mais de quel droit? Moi, j'ai juste envie d'ailleurs de lancer un petit mot aux personnes qui se foutent de notre tronche ou qui essayent de nous invalider en disant « Ah bah moi, je me sens hélicoptère ». J'ai presque envie de dire « Mais si tu veux, parce qu'en fait, ça va rien changer à ma vie. Si t'as envie de te sentir hélicoptère, mais fais-toi hélicoptère, j'en sais rien, parce que de toute façon, on sait profondément que c'est tellement débile, que y a personne qui le fasse. À un moment donné, je dis, faut pas être con non plus. Mais en soi, t'as envie, mais ça change rien à ma vie. Si toi, t'es heureux parce que tu veux qu'on t'appelle hélicoptère, j'en sais rien. Coupera ça. Non, mais si t'as envie de te sentir hélicoptère, c'est moi, ça changera rien à ma vie. À partir du moment où ça fait pas une atteinte à ma vie, mais vivez comme vous voulez, les gens, je m'en fous, c'est pas grave. Mais venez pas me faire chier dans la mienne, en fait. C'est juste ça, tu vois. En fait, c'est ça le message, en fait, qu'on a à dire. Non, il y aura pas plus de personnes trans, il y aura pas plus de personnes homosexuelles, il y aura pas plus. C'est pas vrai. À ceux qui pensent qu'on est de plus en plus nombreux, non. On est juste en train de vous révéler le vrai nombre qu'on a toujours été depuis des années. Parce qu'en fait, maintenant, on a des droits qui sont les mêmes qui se rapprochent le plus possible des mêmes des autres, qui permettent, en fait, de vivre au grand jour. Mais on n'a pas popé, hein, c'est pas multiplié comme des Pokémon, en fait. Pas du tout. On est toujours là et on a toujours été aussi nombreux et nombreuses, en fait. Mais sauf qu'avant, on était obligés de vivre cachés. C'est pas pareil. C'est la grosse différence. Ouais, et moi, je trouve ça important aussi maintenant qu'il y ait des personnalités publiques qu'on puisse voir sur les réseaux, même à la télévision, de personnes qui, entre guillemets, ne rentrent pas dans les cases qu'on a l'habitude. Parce que, justement, tout ce questionnement que tu peux avoir souvent quand t'es enfant, quand t'es ado, et ben d'un coup, t'as des représentations. Ah ben, c'est hyper important. Hyper important. Moi, je milite
fortement pour ça et j'ai déjà eu des échanges. Une fois, pendant un atelier avec des gamins, il y avait une petite fille, elle était en CM1 et justement on faisait des ateliers de théâtre autour de la notion de genre pour se questionner les stéréotypes, etc. Et puis à un moment, elle fait ouais, mais moi je veux qu'on me dise que je suis un garçon manqué. Je fais ok. J'ai fait mais tu sais ce que ça veut dire garçon manqué? Enfin d'où vient l'expression quoi? Ouais, mais parce que moi, je veux être comme un garçon. Je fais, mais ok, bon, super. Je fais, même moi, si tu veux que je te dise il, tu me le dis. Moi, je dis il y a aucun problème. Je fais, mais je veux bien qu'on s'arrête sur l'expression garçon manqué. Avec le mot manqué derrière, ouais. C'est ça. J'ai fait parce que ça veut dire, bah merde, putain, on a manqué de faire un garçon. Oh, on a une fille. Oh, fait chier. Oh, on a raté le bordel, quoi. J'ai fait, et non, c'est pas ça. Et après, en fait, finalement, en creusant un peu, en discutant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément sur sa notion de genre qu'elle s'interrogeait, c'est plus sur ses droits. En fait, elle voulait avoir le droit de faire la même chose que les garçons et qu'on l'emmerde pas avec ça. Et de pas forcément rentrer dans les cases de ce qu'on disait tout à l'heure, de la petite fille sage et docile. Et pareil, au collège, une petite fille... Alors, on a commencé les ateliers, c'était une petite fille. Et finalement, au bout de quelques séances, cet enfant, il est venu me voir, il m'a dit voilà, Delphine, en fait, j'aimerais que tu me dises il, j'aimerais que tu m'appelles Tom. J'ai ok. J'ai fait mais avec plaisir. Et j'étais hyper ravie parce que toute sa classe faisait l'effort. Oh, et là, j'ai bien. trouvé ça génial. Et par contre, là, ce que j'ai trouvé moins génial, c'est après, en discutant avec la principale du collège, donc on parle des ateliers, elle me dit oui, mais vous savez, de toute façon, dans 2 semaines, elle voudra à nouveau qu'on lui dise elle, et puis là, elle s'est coupé les cheveux comme ça à l'arrache. Et j'ai alors bah oui, parce que elle s'interroge, est en train de se chercher, et il faut pas brider ça. Ayons le droit à l'exploration. Laissons les jeunes s'explorer parce qu'en fait, il y a absolument rien de dramatique et il y a absolument rien de mauvais là-dedans en fait. Enfin, vraiment. Ce n'est pas un danger de s'explorer, de se chercher, jamais. Surtout quand c'est à un jeune âge où on ne parle absolument pas d'ailleurs de quelconque médicalisation ou quoi que ce soit. Et encore, je peux aussi débunker tout ça parce que, les bloqueurs d'hormones pour la puberté, on a par X ou Y, on a la preuve que ça ne pose absolument pas de soucis de santé et que ce n'est absolument pas un problème pour le corps. Donc ça, voilà, mais il faut le faire entendre aux gens, c'est compliqué, hein. Mais on devrait avoir le droit à l'exploration. L'exploration de sa sexualité, l'exploration de son genre, en toute liberté. Et c'est encore des choses, effectivement, qui sont un peu compliquées. Et est-ce que pour toi, ça a été difficile pour faire ta transition ? Pas vraiment, parce que je me suis adressée tout de suite aux bonnes adresses. Ouais. Très très rapidement. En fait, quand je décide vraiment que je vais commencer ma transition, à ce moment-là, je vais en Bretagne pour faire une formation d'1 an pour être animatrice et conceptrice de spectacle dans les milieux touristiques. Donc voilà, une formation en Bretagne. Et en fait, en Bretagne, j'avais le nom d'un psychiatre spécialisé pour les personnes trans. Et en fait, je me suis dit, en fait, je vais aller le voir, du coup. Et en fait, en 6 heures de séance, tout de suite, il m'a dit, oui, il n'y a pas de doute, vous êtes bien une meuf trans, donc attestation, etc. Et en fait, après, tout s'est allé très vite. J'ai eu, du coup, mon traitement hormonal qui a commencé très rapidement. Et pour moi, il me fallait absolument que je commence mon traitement hormonal pour me dire que, pour moi, c'était mon argument irrévocable pour faire mon coming out à ma famille et au reste des personnes qui le savaient pas. Parce que pour moi, j'avais un peu un appui médical derrière qui disait en fait, ce que votre fille a fait, c'est bon pour elle. Et elle en a besoin. Il faut qu'elle le fasse, en fait. Donc, et du coup, moi, c'était ma sécurité. J'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de ça.
Et du coup, après, ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai vraiment une transition qui a été extrêmement douce, qui a été très 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 douce au sein de ma famille, avec tous les questionnements que ça peut poser. Mais ça, c'est normal. Encore une fois, là aussi, c'est un droit que je réclame, c'est le droit à l'ignorance. Quand on connaît pas, et c'est pas grave du tout en fait. C'est normal de pas tout connaître dans la vie, loin de là. On n'est pas né avec toutes les clés pour chaque minorité à laquelle on est confronté. Donc, mes parents ont fait aussi leur démarche d'éducation, de conversation ensemble. Mon petit frère aussi, parce qu'il a fallu, ça a été quelque chose qu'il a vraiment pas compris au début. Puis à partir du moment où en fait on a discuté pendant 3-4 heures, tout était réglé en fait derrière. Donc ça, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un truc, c'était la dernière personne qui avait encore du mal à me genrer au féminin et j'arrivais pas à comprendre parce que c'était une des personnes qui savait pourtant que je m'habillais en femme en fait, alors que j'avais. Enfin du coup, il voit dans ma tête et je me dis mais attends, tu m'as vu. On a tous les deux été étudiants en fait à Poitiers et donc du coup il me croisait déjà, je m'habillais déjà en femme en fait à cette époque-là et il m'a déjà croisé plusieurs fois et ça ne l'a jamais posé de problème. Mais tout d'un coup, le fait que j'annonce ma transidentité, il y a eu un blocage en fait, j'ai eu l'impression, parce que je pense que dans sa tête c'était vraiment, je pense que dans sa tête il y avait ce côté-là. Je voudrais pas parler pour lui, mais je pense qu'il y avait ce côté-là. Tu t'habilles déjà en femme, pourquoi t'as besoin d'aller plus loin en fait, tu vois. Je pense qu'il y avait peut-être mais on a discuté et une fois qu'on a discuté, moi je m'en souviendrai toujours. Il m'a envoyé un SMS le soir même où il m'a dit bonne nuit Sorette. Et en fait là j'ai compris que tout était débloqué en fait. Et puis voilà, ça a été pareil avec ma famille, avec mon entourage. Donc vraiment, j'ai eu une transition. J'avais ma salive de travers, voilà. Mais j'ai eu vraiment une transition qui a été vraiment, ouais, comme je dis, très douce, beaucoup dans la communication, dans le partage. On comprend pas, et c'est pas grave, on se met, on en parle, on en discute. Moi aussi, à l'écoute aussi de leur point de vue, de leurs interrogations, de leurs peurs, de leurs inquiétudes, ce qui est tout à fait normal aussi, tu vois. Mais c'est vraiment, il y a un mot qui permet de définir ma transition, c'est amour. Parce que je suis dans une famille aimante, je suis dans une famille qui n'a eu de cesse de me répéter à moi et mon petit frère, vous êtes des enfants désirés, on vous a voulu, on vous a eu, et avec tous les chemins par lesquels on a pu passer dans notre famille, mais en fait on vous aime et on vous aimera toujours et on sera toujours là pour vous. Ça, c'est un discours que mes parents me tiennent depuis le début, tout le temps. Et en fait, aujourd'hui, je crois que j'ai jamais eu une relation aussi équilibrée et aussi pleine de confiance avec mes parents que depuis que j'ai fait ma transition et que depuis là encore plus, maintenant j'ai ma réussite professionnelle en fait qui est là. Parce qu'il y a eu ma transition d'abord, puis après il y a eu l'inquiétude aussi de ma réussite professionnelle parce qu'ils ont bien compris que j'allais pas comment dire me détourner de mon envie d'être artiste et en venant d'une famille qui n'est pas artiste du tout. Voilà, c'était un milieu qui les inquiétait, qui leur faisait peur. Puis il y avait un peu ce côté-là, quand t'es une meuf trans, comment la réussite va s'exprimer, est-ce que ça va vraiment réussir? Puis en fait, là, maintenant je suis super heureux de leur montrer que ouais. Et eux aussi prennent un peu leur revanche sur les personnes qui ont douté de moi pendant longtemps et qui se disaient votre fille, il faudrait bien qu'elle retombe un peu à un moment donné, qu'elle retombe sur terre ou qu'elle garde les pieds sur terre parce que bon voilà quoi. J'ai eu ça pendant tellement longtemps de la part des gens. J'ai toujours exprimé depuis très jeune que je voulais être artiste, que je voulais être comédienne, que je voulais être chanteuse et j'ai très souvent eu ce discours de garde les pieds sur terre. Enfin, moi je disais mais on me disait tout le temps il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Moi, je répondais, j'ai dit, pourquoi pas moi? Et on me rétorquait, mais pourquoi toi? Et là, il y a une personne qui n'a jamais douté de mon talent depuis le début. Et c'est ma grand-mère paternelle, Bernadette, dont je porte son prénom en deuxième prénom, d'ailleurs. Et elle, depuis le début. Depuis le début, dès qu'avec tous les moyens qu'elle pouvait avoir, qui sont les siens, dès qu'elle avait un contact, elle me disait, je connais un tel, nana, c'était trop. Et encore aujourd'hui, elle continue de le faire. C'est trop mignon. Elle vient de m'envoyer une audition pour un cabaret, sauf que j'ai envie de lui répéter, Manu, je suis dans un cabaret, là c'est pour une saison complète, je peux pas partir, non, marche pas comme ça. Mais c'est trop mignon parce que voilà, dès qu'elle voit quelque chose, elle me l'envoie, elle continue de le faire aujourd'hui. Et ça, je pense que ça a énormément joué dans le fait que j'ai jamais lâché le truc. Et puis après, très vite derrière, j'ai eu ma maman aussi avec ses inquiétudes, certes, mais qui
Ma mère, elle a eu une prise de conscience aussi, je pense, par rapport à la société qui évolue en ce moment, où maintenant elle a conscience que les enjeux de la jeunesse d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qu'ils ont eues avant, et que maintenant elle est la première à dire, si t'as les moyens de faire ce que t'aimes, mais fais-le. Elle dit, c'est tout ce que j'ai à te dire. Elle dit, t'as raison. T'as raison de te battre en fait pour ce que t'aimes. Donc ça ça me touche parce que je trouve que c'est un discours qui est pas si évident dans la génération de nos parents. Je sais pas quel âge ont tes parents, toi. Moi voilà, ils approchent bientôt de la soixantaine. Et je trouve ça génial en fait de me dire que j'ai des parents qui sont assez éclairés, assez ouverts pour se rendre compte en fait petit à petit que on va pas répéter le même schéma qu'eux, parce qu'en fait la société elle a bougé et elle a changé entre-temps. Et il y a beaucoup de parents qui parfois restent figés sur ce qu'ils ont vécu et sont persuadés que leurs enfants doivent faire exactement la même chose, alors qu'en fait ils arrivent pas à comprendre que les enjeux sont plus les mêmes. Quand on décide de fonder une famille, quand on décide d'avoir des enfants, on n'a plus du tout les mêmes enjeux aujourd'hui auxquels on doit réfléchir par rapport à eux qu'ils avaient dans les années 80 où c'était encore l'âge d'or ma mère elle dit, nous on a vécu un âge d'or insouciant, une adolescence et une jeunesse mais qui a été insouciante. Il n'y avait pas de problème de taf, on pouvait partir quand on voulait, on trouvait un taf quasiment pas très longtemps après, on bâtissait notre maison, les terrains étaient pas aussi chers qu'aujourd'hui, et on avait, et tu vois, et je me dis bah ouais, et moi je suis hyper fier en fait que mes parents ils aient conscience de ça. Parce que du coup, j'ai pas ces injonctions de fais ci, fais ça, toi aussi maintenant, et ta maison, et des enfants, etc. Non, c'est vraiment maintenant j'ai vraiment la phrase maîtresse en fait, je trouve dans notre maison, dans notre famille, c'est sois heureuse en fait. Sois heureuse et subviens à tes besoins correctement en fait pour que ça soit mais fais tant que t'es bien, tant que t'es heureuse. Alors là vraiment et ça c'est génial d'avoir je trouve ça là-dessus moi je trouve que j'ai une chance incroyable dans ma famille. C'est trop bien. Non mais c'est ouf, moi je pense que ça devrait être le credo pour tout le monde. Mais de ouf. Après voilà, ça c'est je dis pas qu'il y a jamais eu de dispute et qu'il y a jamais eu de moments difficiles en famille, voilà, parce que voilà, toutes les familles ont ces histoires, ont ces difficultés, mais en fait aujourd'hui, je trouve que je pense qu'on peut être fier de nous quoi. Je trouve qu'on forme voilà. Mes parents, mon petit frère, je trouve qu'on forme mes grands-parents, mes oncles et tantes aussi, cousins, cousines, parce qu'en fait, on est une famille quand même qui est très soudée, où on se voit très régulièrement. Je trouve en fait qu'on peut se féliciter, qu'on peut être fier de nous en fait dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on vit. Moi, je me rends compte, voilà, avec les cousins et les cousines aussi, quand il y a des moments difficiles, et je m'étalerai pas dessus, mais là en ce moment, il y a des passages difficiles dans ma famille. Là, je me rends compte quand même qu'on est quand même relativement là pour les autres. On s'envoie des messages, on se soutient. Quand on peut le faire, on le fait, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand ils sont tous venus me voir à Drag Race Live à Nantes, quoi. Ils sont débarqués à 21. Waouh. Et là, c'était hyper émouvant. Parce qu'il y avait vraiment ce côté... regardez, papa, maman, tout le monde, en fait, j'ai réussi. Je suis une artiste accomplie, je suis applaudie par une salle de 2000 personnes. Ils étaient venus avec leurs banderoles, avec leurs t-shirts. C'était trop émouvant. Moi, j'étais au bout de ma vie. C'était génial. Puis je pense aussi, surtout, je pense que ça m'a permis aussi vraiment de montrer à mes parents. Parce que quand on est en parent aussi d'enfants queer, on peut se sentir isolé, surtout quand on vient de la campagne. Moi, je suis né à Royan. Voilà. Donc, et je pense en fait aussi qu'il y a un peu... c'est un peu rassurant de se dire, de se retrouver dans une salle de 2000 personnes où tu te dis, en fait, c'est que des gens comme nous. C'est que des familles avec des parents qui ont des enfants queer. Et en fait, tu te dis, on n'est pas un cas isolé, en fait. Même en tant que parent. Pas du tout. Et ça, et je pense que ça fait aussi du bien. Je pense que ça fait du bien. Donc, ça fait du bien pour tous les côtés, en fait. Ouf, je m'étale, moi. Du coup. Mais non, t'inquiète, c'est pour ça. Enfin, c'est fait pour ça. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'être... Alors en plus, du coup, toi, c'est un peu le double tranchant, d'être une artiste en tant que femme, et alors en plus en tant que femme trans. Oui, ça je vais pas oui, je vais pas le cacher parce que je subis en fait les injonctions et les discriminations en fait pour les deux. C'est-à-dire que quand les gens savent pas que je suis trans, c'est le fait que je vais être une meuf et que je vais pas forcément aussi rentrer dans le critère qu'ils attendent d'une femme là qui va leur poser problème. Et quand ils savent que je suis trans, c'est le fait que je sois trans qui pose problème. Voilà, donc comme ça au moins je me rends compte en fait qu'il a fallu que je me
que je me crée en fait mon espace à moi et me dire en fait il faut pas que que je cherche à ressembler à qui que ce soit d'autre que moi-même, parce qu'en fait il faut que je réussisse à faire comprendre qui je suis, comment je suis, et que les gens justement adhèrent en fait à ça pour que je puisse travailler avec eux, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et ça a commencé un peu avec le doublage, où là je suis arrivé au bon moment avec la bonne brèche, parce qu'en fait dans le doublage il y a 2-3 ans, commence de plus en plus l'inclusion des minorités, à savoir que les clients étrangers demandent à ce que, si c'est faisable et si c'est possible, que les rôles trans soient doublés par des personnes trans. Moi, j'avais déjà ma formation de l'IMDA que j'avais faite en 2018 sous le bras. Je faisais du doublage en amateur chez moi sur le net avec mon matos, mais du coup, je me suis quand même un peu formé, continue à me former et à travailler un peu de cette manière-là. Je me retrouve à faire à la base un travail qui était complètement amateur et indépendant, à faire la VF d'un cartoon indépendant qui s'appelle Has-Been Hotel. Je sais pas si t'as entendu parler. C'est un cartoon qui a fait un gros buzz en 2019 par là sur internet, et moi je me retrouve du coup à être la VF d'un des rôles principaux, et là c'est un énorme buzz pour nous. C'est un gros buzz. Les gens surkiffent la VF. La créatrice elle-même nous valide en tant que VF modèle en fait de son pilote. C'est-à-dire qu'elle nous met sur sa chaîne YouTube. Chaîne YouTube où on a 34 millions d'abonnés. Enfin, tu vois, elle a 34 millions d'abonnés à peu près. C'est énorme, c'est immense. Et là, on a je me souviens, c'était arrivé pendant le confinement. Notre version française, elle est ressortie pendant le confinement. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs aidé à tenir. Et j'ai eu à ce moment-là une petite spotlight sur le net. On nous invitait dans des trucs Twitch à dire que c'était trop chouette. Donc c'était la première petite célébrité. Encore aujourd'hui, je continue à recevoir des messages ou des gens qui me disent mais t'es la voix d'Angel Dust en fait. Oui, c'est moi. Tout à fait. Et en fait, à partir de là, cette petite notoriété va me permettre en fait de me faire connaître par quelques DA, parce qu'il se trouve que le premier DA avec qui je travaillais vraiment professionnellement, c'est Jean-Philippe Brière pour un jeu vidéo. En fait, lui, il m'appelle et il me dit, mais en fait, c'est le client qui te veut spécifiquement sur tel rôle, parce qu'il te connaît. Il dit, moi, je te connais ni d'Ève ni d'Adam, tu sais très bien que dans ce milieu-là, en plus, ça joue beaucoup au bouche à... Il me dit, écoute, moi, j'ai dit, je veux bien tester. C'est pas un gros rôle, c'est un petit PNJ. Allons-y. Ça se passe super bien. Ça se passe vraiment très bien. Et là, à partir de là, le bouche à oreille, et en fait... Maintenant, du coup, le fait que je sois une comédienne ouvertement trans arrive aux oreilles des DA. Et à ce moment-là, en fait, maintenant, quand il y a une femme trans qui peut me correspondre en termes de timbre de voix, du coup, on commence à m'appeler. Et du coup, je suis super heureuse, je suis super contente. Et c'est comme ça que je mets, du coup, un pied dans le doublage. Et là, maintenant, par contre, du coup, je me mange le revers de porte. C'est qu'on m'appelle que pour ça. Et oui. Donc et là je commence doucement à faire comprendre aux gens. Alors il y a des gens qui entendent mes doléances, et c'est même un DA d'ailleurs qui me dit, il me fait mais je me rends compte que à chaque fois que je t'ai appelé c'est que pour ce type de rôle, et il dit est-ce que ça te dérange? Moi je l'ai regardé, je dis ça me dérangera jamais d'être représentante de mon histoire. Oui. Ça je veux qu'on le sache bien, ça me dérange pas. Parce qu'il faut le faire, et si je peux bien le faire, je le fais avec grand plaisir, et j'offre cette visibilité assez chouette. Mais je peux faire d'autres choses. Je dis, vous me faites travailler, vous savez comment je sonne, vous entendez ma voix, vous savez très bien dans le milieu du doublage que je peux remplir plein de rôles. Et je dis en plus, j'ai envie de vous dire, c'est pour du doublage. Je dis, moi, passer sur des mecs, ça me dérangera absolument pas. Là, tous les mecs bichonen, là, dans les mangas, là, qui ont des côtés, je dis ceux-là, mais je dis, mais mettez-moi dessus, je vais me faire un plaisir de les faire. Vraiment. Ça, c'est des trucs comme ça, quoi. Et là, ça y est, je sens que le message est en train de doucement passer, mais c'était le piège. En fait, pendant 2 ans, j'ai fait que des rôles de personnes trans et personnes non binaires. Mais il y a un truc qui m'a fait plaisir aussi, c'est que parfois, je suis aussi une référence en termes de connaissances. C'est-à-dire que les DA, parfois, quand on va avoir sur la bande rythmo un mot de vocabulaire qui est pas forcément très bien traduit ou bien utilisé, qui va parler de la transidentité, j'ai mon mot à dire, en fait, du coup, à ce moment-là. Et ça, c'est chouette. Et à chaque fois, ils m'écoutent. Ouais. Donc j'ai quand même, je peux aussi amener cette connaissance et amener ça sur la table. Et ça, j'en suis super heureuse. Et mais aussi le fait, moi, ça m'est arrivé que des DA me disent, écoute, Maëva, là, on a un rôle non binaire, mais avec une voix assez spécifique, plutôt féminine pour le coup. Est-ce que tu connais un comédien ou une comédienne non binaire avec ce type de voix? Ouais. Et moi, moi, j'essaye de leur envoyer
les contacts du coup. Donc je suis contente en fait de me dire que je suis quand même un peu depuis 2 ans une petite référence en fait vers laquelle on peut se tourner. Mais c'est voilà, c'est le danger. J'ai un peu c'est un peu con parce que j'ai l'impression d'avoir profité un peu de la discrimination positive finalement, tu vois. Mais en fait c'est pas de la discrimination positive. Moi je l'avais vu comme ça au début, mais en fait c'est juste de l'inclusion. C'est juste de l'inclusion. Et aux gens qui disent bah si t'avais pas été trans tu travaillerais pas, j'ai envie de dire bah ouais, mais je dis pour une fois que le fait que je sois trans va m'aider en fait dans ma carrière, avec tout ce que je me suis bouffé dans la gueule avant, si tu veux, bah ouais, je vais pas trop me gêner quoi. Puis en fait, enfin c'est comme ça que tout le monde réagirait. Enfin il y a un moment donné, t'as envie de travailler, t'as envie de percer et tu dis ouais, bon bah non. Là j'ai été prise, mais parce que mon profil correspond, mais pas juste pour ma voix. Oui, bon bah en fait prends le rôle et tu pleureras demain quoi. Enfin parce que c'est très compliqué de rentrer dans ce milieu. Encore aujourd'hui, je ne travaillerai. En fait, si j'étais juste comédienne de doublage, je travaillerais pas suffisamment pour que ça puisse faire mon salaire principal. Hein, loin de là. C'est vraiment, je fais 1 ou 2 studios par mois. C'est clairement pas assez comme séance pour en vivre pleinement, loin de là. Mais ça me va parce que ça me permet, c'est un peu ma récréation quand entre tous mes gigs de drague ou au cabaret, etc. et tout. Je me dis bah tiens, demain je fais un peu de doublage, on laisse un peu la brioche au placard et du coup c'est la comédienne qui prend place et qui se glisse dans un personnage qui parfois me ressemble pas du tout. Ça qui est vachement bien, c'est que jusqu'à présent j'ai fait des rôles de femmes trans mais qui sont à l'opposé de moi. Donc du coup je trouvais ça, j'étais en mode c'est ça qui me plaisait. Je me suis dit ok, je suis une meuf trans et du coup il y a le côté représentativité qui est là, mais il y a quand même il y a quand même mon talent de comédienne qui va être présente parce que les rôles me correspondent pas quoi. Donc du coup, je me dis c'est chouette. Oui, c'est intéressant. Comment t'as choisi la briochée? Comment j'ai choisi la briochée? Il y a plein de références dans ce nom d'artiste que tout le monde n'a de cesse de me complimenter en disant que j'ai extrêmement bien choisi et ça me touche énormément. J'avais un autre nom de drag queen, Maiev Merchen, je ne m'étalerai pas dessus parce que il est super chiant à expliquer et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que effectivement il fallait que je le laisse tomber. Ouais. J'arrête pas d'avaler ma salive de travers. Heureusement que ça ne m'arrive pas avec des mecs. J'ai la ref. Voilà, je ne parlais pas de salive à ce moment-là, si vous avez bien compris, chers auditeurs. Voilà, très bien. Et donc du coup quand je passe mes auditions à Madame Arthur, ma réflexion c'est si je suis prise, je vais changer de nom d'artiste et de nom de créature de drag queen pour que ça fitte davantage avec l'établissement, que ça aille mieux avec l'univers de ce cabaret emblématique ouvert en 1946 ou 47 si je me rappelle bien, qui était la première revue travestie de France et de Paris, et qui a vu en son sein apparaître les premières femmes trans célèbres, à savoir Coccinelle et Bambi. L'histoire quand même, voilà. Je vais mettre plein de petites références dans les notes du podcast. Oui. Il faut connaître l'histoire de ce lieu et ces personnages comme Coccinelle ou Bambi, ou Capucine ou d'autres, c'est génial. Bref, mais du coup, j'étais en mode... Il me faut un nom j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus français, vraiment très estampillé français, parce que Madame Arthur, en plus, on ne chante qu'en français là-bas. Ouais. Et on est dans Pigalle. Donc, en fait, moi, je repense à ce moment-là aussi aux artistes et aux danseuses de cancan de la Belle Époque qui font la pluie et le beau temps de Pigalle. Et là, moi, dans mes connaissances, je me rappelle de La Goulue, La Môme Fromage, Jeanne Avril, Grille d'égout, Nini Patte en l'air. C'était beaucoup de noms comme ça qui étaient assez rigolos. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai énormément de familles du coup en Vendée. Même si je suis né à Royan, mes parents ont beaucoup vécu à Nantes dans leur jeunesse. Et du coup, tous mes oncles et tantes et cousins cousines sont tous quasiment à Nantes ou dans les alentours de Nantes. Donc en fait, moi, pendant toute mon enfance, quand on allait là-bas, le petit déjeuner, on n'y échappait pas. C'était la brioche nantaise, la gâche nantaise là. Super moelleuse, super squishy et tout. Je vous encourage à en goûter. C'est trop bon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu symbolique là-bas et c'est quelque chose que j'ai mangé que je continue encore de manger d'ailleurs. Et en fait du coup voilà, c'est venu comme ça, la briochée, parce que ça ajoutait à cela mon corps, où je me rends compte que la brioche, la gâche vendéenne, c'est quand même quelque chose d'assez gourmand, quelque chose de moelleux, quelque chose de squishy. Je me suis rendu compte que mon score est assez squishy aussi. Puis j'aime bien l'idée de dire que quand on a un peu de ventre, on dit qu'on a de la brioche.
c'est vrai. Enfin, il y a un peu tout ça, en fait. Du coup, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à moi, mais le plus naturellement du monde comme nom. C'est venu très vite. J'en avais deux. En réalité, j'avais la briochée. Et j'en avais un deuxième où je me suis dit, je l'assumerai jamais sur la longueur. C'est la charcu. Ah, j'adore. La charcu. Mais je me suis dit, c'est plus compliqué à vendre au bout d'un. En fait, si tu veux, je me dis que la briochée, ça peut passer aussi dans tout ce que je veux faire artistiquement. Oui. Là, par exemple, je travaille sur mon projet musical actuellement. J'ai l'idée de sortir un EP sous mon nom, La Briochée, en tant que drag queen. La charcu, ça aurait été plus compliqué à vendre, par exemple, sur un CD, quoi. Soyons honnêtes. Donc, voilà. C'est tout ça, La Briochée. C'est vraiment, il y a beaucoup. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires derrière ce nom d'artiste, mais j'aime bien. Parce que c'est un nom qui est super simple, qui se retient. Oui. Qu'en plus on connaît, en fait, tout le monde dans le monde entier, on sait ce que c'est que de la brioche. C'est vrai. Donc c'est quand je suis allé à la DragCon de Londres et que j'ai rencontré toutes mes sœurs internationales des films, enfin, ils arrivaient à dire brioché. Oui. C'est, ah, brioché! Tu vois, c'était en mode, et ils savent à quoi ça fait référence tout de suite. Donc du coup, je me dis en plus, ça a quelque chose de très international, mais on s'y trompe pas, on comprend bien que je suis française, quoi. Et du coup, voilà. Et tu parlais des formes. Et donc, effectivement, nous sommes deux femmes en forme. Grosse. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on associe beaucoup le mot grosse, je trouve, de manière très péjorative. Et ça n'existe que pour les êtres humains. J'en parle dans l'épisode de Drag Race. Je dis c'est quand même bizarre. Quand on parle d'un gros chien, tout le monde aime les gros chiens. Quand on parle d'un gros gâteau, on se dit c'est super, il y en aura pour tout le monde. Une grosse maison, une grande maison, on peut abriter tout le monde. En fait, si on y réfléchit bien, gros et grosse n'est péjoratif que pour les êtres humains. Mais c'est vrai. Hein. Bref. Et quand tu le conscientises, tu te dis, mais pourquoi en fait, tu vois? Et pour moi, c'est vraiment quelque chose ça a déboulonné un truc dans ma tête, tu vois, ça, de prendre conscience de ça. Donc en fait, c'est juste que je me suis dit, mais en fait, gros ou grosse, c'est factuel. Ça ne doit plus être péjoratif. C'est quelque chose de factuel. C'est juste un fact. Donc c'est pour ça, moi, moi, j'assume de dire, je suis grosse, je suis 105 kilos, je suis pas obèse non plus, parce que je suis assez grande, je suis pas obèse non plus, mais je suis grosse. C'est un fait. Et quand j'ai des gens, parfois qui me répondent, bah non, dis pas ça, t'es jolie. Je dis, mais j'ai pas dit que j'étais pas jolie. Ça, c'est horrible. J'ai juste dit que j'étais grosse. Mais parce que les gens ont intériorisé le fait que c'est obligatoirement péjoratif. Ouais. Et que quand on en parle, et qu'on en parle de nous-mêmes, on parle de nous sous un angle péjoratif. Ouais. Je suis grosse, j'ai pas dit que j'étais pas jolie. C'est factuel, quoi. L'association d'idées, moi, je la trouve folle. Mais c'est bien la preuve, la manière dont les choses sont inscrites. Et pour moi, c'est l'exemple même que c'est la discrimination numéro 1. Pour qu'on en vient à penser que automatiquement, quand on dit gros ou grosse pour une personne, c'est forcément péjoratif. Comme si gros, grosse, jolie, c'était absolument incompatible. Et c'est pas vrai. On en est la preuve. Et ça t'a posé problème dans ta carrière artistique ? Ça m'est à l'époque où j'avais envie de faire du cinéma, oui. En plus, moi, je suis le genre de personne sur les photos, je donne pas l'impression d'être grosse, je donne pas l'impression aux gens de faire 105 kilos. En fait, d'ailleurs, la plupart des gens, les gens, quand je leur demande de me donner un poids, ils me donnent presque 20 kilos de moins, ce qui est assez ouf. Après, je monte sur la balance, ah oui, non, 105, oui. Mais c'est surtout que quand je faisais les castings, et que parfois il y avait des gens qui pouvaient être intéressés par mon profil, vient après parler la confection, taille de vêtements, etc. Et je dis, là, je peux pas mentir, je fais du 46. Je fais du 46. Et puis alors, je fais du 46 partout. 46 en haut, 46 en bas. Non, au pied, je fais du 44, on va pas exagérer. Et ça, moi, j'ai eu des gens, c'était un frein. Limite, je pouvais presque entendre je fais du 46. Ah! Limite, je peux presque entendre ça, tu vois, genre... Même à travers le mail, j'arrivais à l'entendre. Et en fait, je me suis dit, ok. Donc, j'avoue, en fait, que le cinéma et l'écran, je me suis dit, bon, c'est pas pour tout de suite. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que nous, personnes grosses, pour arriver à nos fins artistiquement parlant, on a l'impression de devoir constamment, de soit faire toujours plus, en fait, que les autres, ou soit passer par des moyens détournés pour qu'on puisse nous remarquer, qu'on se rende compte qu'on peut faire des choses avec nous. Moi, finalement, j'ai l'impression que c'est le drag et le cabaret
qui fait se rendre compte aux gens. J'ai dit, putain, mais c'est une super comédienne, elle fait des trucs de dingue avec sa Ouais. voix. En fait, on va peut-être pouvoir faire des choses intéressantes avec elle. C'est chiant parce que t'as des gens, ils ont juste à balancer une photo. Ils ont juste à balancer une putain de photo Mhm. sans rien. On va leur dire, ok, good. Et là, je me dis, mais bah non, en fait, enfin, c'est merde. C'est en ça que c'est en ça que c'est pas juste en fait. C'est en ça que c'est absolument pas juste. Enfin, on est dans un métier, le métier artistique, on est un métier où c'est quand même basé sur nos compétences et ce qu'on est capable de faire, de rendre sur une scène, devant un écran, devant une caméra. Euh, Moi, j'ai déjà eu des gens, même dans le milieu du doublage, au départ, on me dit, tu viens de quel conservatoire? Je dis, Ouais. j'ai pas fait de conservatoire, puis on me regarde, on fait de haut. Et j'avais presque envie de dire, je dis, vous savez, même dans les conservatoires, il y a des cancres, hein. Je veux dire, le fait d'avoir fait un conservatoire, si vous tombez sur l'élève le plus nul du conservatoire, ça va pas en faire un bon comédien non plus Ouais. devant une bande rythmo. Donc j'ai presque envie de leur dire, je dis, bah, testez-moi, en fait. Mm. Testez-moi. Voilà, donc il y a un peu, c'est parfois un peu ce mépris qu'il peut y avoir dans certains milieux artistiques, soit sur ton physique, ou soit par rapport à ton curriculum vitae. Et t'es juste parce que c'est pareil, moi le fait aussi que j'ai beaucoup fait de trucs ou de contenu via internet, voilà, t'as encore aussi les gros a priori de la part de certaines personnes. C'est parce que c'est pas le Ouais. cursus habituel. Parce qu'à un moment, t'as envie de dire, bah ouais, mais moi, ma famille ou moi-même, j'avais pas les moyens de faire un conservatoire, j'ai pas eu les moyens de faire ci, j'ai pas eu les moyens de faire ça. Donc en fait, j'ai dit, je fais quoi? J'attends que la bonne chance et la bonne providence me tombent dessus, ou je travaille de mon côté et je fais en sorte, parce que je suis passionné et je vais quand même faire les choses bien. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est une personne où on n'a pas un physique dans la norme, et je parle même pas des personnes qui ont un handicap visible, encore que certaines personnes grosses à un certain stade, on peut vraiment parler de handicap visible aussi d'ailleurs. Mais en fait, on est obligé de passer par des moyens sans cesse détournés, quoi. C'est affreux. Et puis c'est encore plus affreux quand tu vois en plus après des comédiens, des acteurs et des actrices qui sont pas gros, qui jouent les rôles de grosses, quoi. Oh Euh, putain, sa mère, quoi. Pardon. non, mais j'aurais utilisé les mêmes termes, tu sais. Ah, je suis désolé, hein, mais j'ai le louche en Obélix. Ouais. Voilà. Et c'est pas le talent de comédien qu'on remet en cause, c'est absolument pas ça, parce qu'en plus, c'est un de ceux qui s'en sort le mieux dans le film, d'ailleurs, en termes d'acting. Mais vous savez pas me dire qu'il y a pas des acteurs gros, en fait, en France, c'est loin de là, puis même des connus, enfin, il y a un moment Mm. donné, what, quoi. Et pour moi, ça devrait s'appliquer aussi à un moment donné à tout. C'est-à-dire que c'est pareil, les acteurs ou les actrices ou les comédiens et les comédiennes valides qui vont jouer des invalides, en fait, maintenant, stop, en fait. C'est bon. Tu vois. C'est un truc qu'on devrait appliquer, en fait, pour quasiment tout. Pour qu'après, on fasse comprendre, en fait, que, on peut, enfin, que chaque personne peut jouer plein de choses différentes. Mais on est obligé de passer par ces rôles qui nous sont naturellement destinés pour faire comprendre qu'on peut en sortir. C'est exactement ce que je disais quand sur le doublage, hein. Mm. À un moment donné, vous avez vu que je sais travailler, que je suis efficace, Ouais. que je suis bonne comédienne, maintenant donnez-moi autre chose que des personnes trans en fait. Mais si j'étais pas passé par là, on me parlerait même pas, on me proposerait rien du tout. Et c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Donc c'est pour ça que oui, je suis complètement d'accord que un comédien, une comédienne par nature doit tout savoir jouer et peut jouer et tenir n'importe quel type de rôle. Mm. Mais dans un monde où il y a encore de la discrimination selon nos minorités, selon nos corps, selon notre sexualité, etc. et tout, ça ne peut pas s'appliquer. Dans un monde, en fait, où aujourd'hui, il y a une égalité de l'accessibilité des rôles, quel que soit le milieu artistique, ce n'est pas applicable, en fait. On peut pas juste dire, un comédien, une comédienne doit savoir tout jouer. Bah oui, mais non, en fait. Parce que c'est la représentation qui est derrière, il y a tellement d'enjeux. On peut pas se permettre de faire ça. Par exemple, pour la question trans, je vous conseille d'aller regarder le documentaire Disclosure sur Netflix, qui parle de l'histoire de la représentation trans dans le cinéma, du début du cinéma à aujourd'hui. C'est chaud, hein. Il y a des moments où j'ai chialé, hein. J'ai chialé parce que on a été extrêmement maltraité. Mais par ignorance.
Oui. La plupart du temps par ignorance, quelquefois par haine, par volonté clairement de nuire à l'image des personnes trans, mais la plupart du temps par ignorance. Et c'est vrai que on peut plus en fait dire en excuse, oh mais c'est qu'un film, c'est de la fiction. Non. On est dans un monde où des gens sont même pas capables de différencier un acteur de son rôle. Ouais. Sinon, on est dans un monde où l'actrice de Dolores Ombrage pouvait plus sortir de chez elle quand le film est sorti parce que tout le monde l'a traitée de connasse. Donc non, on peut pas se cacher derrière, c'est de la fiction. On est dans un monde où les gens sont même plus capables de faire la différence entre un rôle au cinéma et le comédien ou la comédienne. Donc, quand un film va donner une mauvaise image trans au cinéma, c'est toute la communauté trans qui va s'en prendre plein la gueule et qui va le ressentir. Donc non, il y a des enjeux. Et je parle pour moi, parce que je suis concerné par la question trans, mais c'est pour tout. C'est pour tout. D'après vous, pourquoi on a pourquoi nous, les gros, on a toujours cette image de la personne super rigolote, tout le temps rigolote, qui est tout le temps en train de faire des blagues, qui est tout le temps en train de faire la conne ou le con, mais parce qu'en fait, on nous a offert que ça comme représentation pendant des années et pendant des années au cinéma. Donc on part du principe qu'une personne grosse, c'est une personne bon vivante et avec qui on va rigoler. Et bien sûr. Voilà, tout le temps. Voilà, une personne grosse, elle a pas le droit de pas aller bien. Donc clairement, hein, c'est toujours jovial, toujours bonne mine, connasse. Non, mais c'est ça en fait. Donc et ça s'applique pour tout. Ouais. Ça s'applique pour tout. Non, c'est tricky, je vais pas parler de ça. Mais ou alors tu le couperas mais c'est que j'avais juste envie de dire, je dis d'après vous pourquoi il y a aussi ces injonctions, par exemple, je sais pas, sur la taille des pénis chez les personnes de couleur. Oui. Bah merci le porno en fait. Enfin voilà, mais non, mais ça marche pour tout en fait, et c'est un problème. C'est un problème, c'est un réel problème. Il y a plein de problèmes de toute manière dans la façon. Mais c'est plus on travaillera avec les gens qui sont concernés par ces questions qu'on soulève, ces questions de représentation. Vous voulez parler de transidentité dans votre film, eh ben très bien, travaillez avec des personnes trans et qui s'y connaissent aussi en termes de représentation, parce que c'est pas juste prendre des personnes trans. Il faut prendre des personnes trans qui sont compétentes, qui connaissent l'histoire du cinéma, qui connaissent l'histoire de la représentation trans dans les différents supports audiovisuels, etc., et qui sont capables du coup d'amener leur connaissance. Parce que toutes les personnes trans n'ont pas forcément cette connaissance-là. Donc c'est ça aussi. C'est pareil. Il y a des gens parfois qui, pour des documentaires, se disent « Ben si, on a pris une personne trans. » Oui, une personne trans qui a certainement du coup fait tout ce qu'elle a pu, elle, de son côté, mais qui ne possède pas les connaissances pour justement faire au mieux en termes de représentation, et du coup qui vous a juste servi de bouc émissaire pour vous dire « Ah bah si, on a pris une personne trans. » Oui, vous êtes bien allé chercher une personne trans qui du coup n'avait pas les connaissances et vous avez pu faire un peu ce que vous voulez. Hein. Et donc ça c'est aussi encore le problème. C'est encore un autre problème sous-jacent, mais c'est là où c'est compliqué, c'est que les gens qui râlent et disent « Oh, vous êtes jamais content. » Ben non, on n'est jamais content. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une période où pour moi ce n'est plus excusable. Ce n'est plus excusable de dire « Oh bon, on savait pas, etc. » Non. Tu tapes un peu sur Internet, t'as des organismes, t'as des associations. Les gens qui ont voulu travailler avec nous, c'est bizarre, ils ont toujours réussi à nous trouver. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue. Donc je pense notamment donc à Représentrans, qui est une association qui lutte pour une meilleure représentation de la transidentité dans les divers paysages audiovisuels et médiatiques français. Et en fait, on a des consultants et des consultantes, moi de même, hein, d'ailleurs, au passage. Et en fait, les gens qui ont fait des courts-métrages, qui ont fait des films, qui ont fait des documentaires, quand ils ont voulu nous trouver, nous ont toujours trouvé. Et c'est bizarre parce que par contre, du coup, les produits qui sont problématiques et où on a soulevé qu'il y avait des problèmes, bizarrement, eux, ils nous ont jamais contactés. C'est quand même bizarre. C'est quand même, dis donc, hein, voilà. Donc en fait, il y a un moment donné, non. En fait, on peut plus accepter. C'est qu'à un moment donné, c'est un parti pris. Quand on veut faire des choses sans les personnes concernées, ce n'est pas de la maladresse. C'est un parti pris. Et c'est un parti pris souvent d'idées sous-jacentes politiques. Donc ça, à un moment donné, on est désolé, hein, vous pouvez pas faire passer, vous pouvez pas faire passer des vessies pour des lanternes, en fait, à un moment donné. C'est pas possible. Donc c'est au contraire, je trouverais ça peut-être même limite plus
respectueux, non, c'est pas le mot que je veux, mais que vous assumiez votre idée dégueulasse jusqu'au bout, que vous dites bah ouais, on n'avait pas envie de travailler avec vous, on avait envie de parler de ça parce qu'en fait c'est limite, je me dirais bon bah au moins ok, ils assument à fond leurs idées de merde, mais essayer de se cacher derrière des excuses et que t'es juste en mode non, no way. Ça c'est un problème, tu vois. Eh ben on va arriver, ça fait plus d'1h15 qu'on papote. Ah et moi je m'arrête plus, je t'avais dit. Ah, mais moi j'adore, moi je pourrais passer des heures et des heures, mais on va se faire virer. En tout cas, merci beaucoup. Bah avec plaisir. C'était hyper intéressant. Je mettrai plein de notes dans les podcasts sur des références, aussi sur des termes par rapport par exemple au doublage, que tout le monde n'a pas forcément les termes. Donc je vous mettrai ça. Et si on veut te voir, on peut te voir où? Eh bien, le mieux à faire... On va vraiment devoir y aller. C'est plus que clair à force. Oui. Le mieux à faire, c'est surtout de suivre mes réseaux sociaux. Donc du coup, Instagram, Twitter, même Facebook, même si je sais un peu moins. Mais du coup, parce que je vais toujours mettre très régulièrement du coup les dates où vous pourrez me retrouver. Après, vous avez beaucoup de chances de me retrouver au moins une semaine par mois au cabaret de Madame Arthur à Pigalle. Et après, vous allez pouvoir me retrouver dans divers endroits. Que voilà, j'essaye là où on m'appelle et là où on veut bien de moi pour vous amuser, vous faire rêver, vous envoyer plein de paillettes et plein de bonnes ondes et de bienveillance. Et je suis là. Donc n'hésitez pas. Et ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai et que on papotera. N'hésitez pas à m'aborder aussi, faut pas avoir peur, mais ouais, elle est hyper accessible, elle est hyper gentille et non mais c'est vrai parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas accessibles comme ça et qui ont autant de gentillesse et de bienveillance dans les propos. Vraiment. Donc c'est hyper agréable. C'est pour moi aussi une des raisons pour laquelle je suis drag queen. C'est que pour moi c'est un art accessible. Je suis pas faite pour être sur un piédestal et être intouchable. Je préfère être populaire que célèbre. Je préfère être une Régine qu'une Whitney Houston. Je sais pas si les plus jeunes ils vont avoir la référence de Régine. Ouais, Régine, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que quand tu regardes juste un peu d'interviews de Régine et que tu vois qui était cette femme, tu te dis ok, c'est Régine, il y a une part de vibes d'elle que j'aime qui résonne en moi, donc. Je vous mettrai aussi dans les notes qui c'est Régine. J'ai eu la chance de chanter à ses obsèques l'année dernière. C'était dingue quand même, donc voilà. Ah ouais, c'est ouf. Non mais voilà, c'est ou alors tout simplement, il y a des artistes, je me suis rendu compte que c'était des gens hyper accessibles. Enfin, quand j'ai rencontré Clara Luciani ou Juliette Armanet, c'est des amours quoi. C'est des gens et là je me dis ouais, c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça les stars d'aujourd'hui quoi. C'est des gens c'est qu'en fait, il y a un moment donné, c'est ce que je dis aux gens, je dis mais en fait quand t'es stressé, imagine-nous en train de chier ou de péter, enfin c'est mais c'est vrai, parce que c'est vrai. C'est super ça pour finir. Ah mais on va finir là-dessus parce que j'adore. Moi j'adore. Voilà. Moi je finirai là-dessus. Voilà, on va finir là-dessus. Hein, voilà. Comment dire, l'aérophagie, ça fait du bien. Hein, voilà. Donc n'empêche que si tous les gens qui nous faisaient chier leur disaient pète à coup, tu iras mieux, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes dans le monde, hein, pour le coup. Et moi je trouve ça très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucun épisode, de laisser un commentaire et de le partager si le contenu vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et me contacter soit via les réseaux sociaux ou bien sur l'adresse mail delphine.robinpro@gmail.com. On se dit à très vite pour continuer le voyage et rencontrer une nouvelle femme.